Hello, beaux humains, re-bienvenue dans Informel, le podcast qui a pour mission d'informer, de conscientiser et de sensibiliser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, je suis de retour pour un spécial expert et j'ai l'honneur de recevoir une femme que j'admire profondément, tant pour son travail en fait que sa vision. Je pense qu'elle a une approche un peu comme la mienne qui considère la personne dans sa globalité, disons ça comme ça. Geneviève Labonté-Chartrand, docteur en psychologie, qui s'intéresse particulièrement à la neuroalimentation et à la santé du microbiote. Ensemble, on va parler de l'impact qu'ont les implants mammaires sur la santé mentale et la santé digestive. Geneviève, bienvenue au Oui, podcast. Merci d'avoir merci. accepté mon invitation. C'est tout un honneur de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ben, écoute, plaisir partagé. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Pour commencer, Geneviève, peux-tu nous partager un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser à la fois à la psychologie et à la santé du microbiote? Ouais, ben, en fait, c'est venu dans cet ordre-là. Je me suis intéressée à la psychologie d'abord. J'en ai fait une profession pendant plusieurs années, mais Mhm. au cours de mes années professionnelles, il y a des événements personnels, familiaux, dont la maladie de mon fils, entre autres, là, au niveau de la santé mentale, et aussi mes observations cliniques. J'ai travaillé en psychiatrie pas mal d'années, donc une combinaison d'observations cliniques par rapport aux difficultés vécues sur les unités de soins là, chez les clientèles qui souffraient de troubles psychiatriques et mon propre enfant qui souffrait aussi de certaines conditions. C'est ça qui m'a amené à vouloir trouver des alternatives à ce qui m'était proposé. Wow, Et super donc, intéressant. c'est ça. Et donc, de fil en aiguille, quand on veut voir de l'alternative aux pharmaceutiques, par exemple, aux traitements thérapeutiques traditionnels, ben, on ouvre un peu nos œillères parce que comme professionnel de la santé, on s'entend que quand même, on est assez formaté, je vais dire, 100%. formaté dans une voie qui existe, là, et donc ça m'a demandé vraiment un travail d'ouverture et d'apprentissage. Et j'en suis ici là 20 ans plus tard. Wow, super Oui, intéressant. Puis tu oui. travailles avec plusieurs femmes aussi. As-tu observé à travers les années une tendance peut-être récurrente chez celles qui portent ou ont porté des implants mammaires, autant en fait sur le plan psychologique que sur le plan physique? Oui, totalement. Ben, je dois dire que pour moi, il y a un avant puis un après. Là. Il y a le avant, c'est pendant ma carrière de psychologue. Hein, j'ai été psychologue pendant 16 ans et je recevais dans mon cabinet des femmes qui avaient cliniquement une très grande souffrance. Et souvent, un portrait clinique, là, j'en parle cliniquement dans mon rôle de psy à ce moment-là, un portrait clinique d'anxiété, d'attaque de panique, euh, d'engourdissement, de sensation de pas être en mesure de bien respirer. C'est souvent des symptômes qui m'étaient rapportés et ces femmes étaient généralement référées vers moi parce que ma spécialisation était l'anxiété. OK? Hmm. Et donc, finalement, elles étaient référées en psychologie pour travailler le stress et l'anxiété. Mais je me rendais compte en évaluation et pendant mes interventions, donc tout au long de la thérapie, par exemple la psychothérapie, que le profil était pas vraiment ce qu'on appelle de l'anxiété cliniquement. C'est dur à expliquer, mais c'est comme les symptômes sont un peu différents, bien que par écrit ou sur papier, ça se ressemble quand on dit stress, engourdissement, sensation d'étouffer. Par écrit, c'est les mêmes symptômes, mais la façon que c'est rapporté cliniquement, c'est très différent. Wow. OK? Donc, ça, c'est dans mon rôle dans ma carrière de psychologue, je constatais ça. Mhm. Évidemment, il faut reculer, là. Aborder ces éléments-là dans une psychothérapie, c'est très avant-gardiste. 100%. C'était très aussi reçu, bon, évidemment, dépendamment du lien thérapeutique, comment c'était reçu, mais de reculer dans l'historique de à quel moment ont commencé les symptômes pour lesquels la personne consultait m'amenait beaucoup, beaucoup d'informations Ouais. sur le déclencheur. Fait que ça, c'est Ouais. vraiment l'aspect plus dans mon travail de psychologue à l'époque. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, dans mon travail de coach intestinal, ben là, j'ai beaucoup plus d'ouverture pour aborder le corps de manière holistique. Et aussi, on comprend maintenant tout le rôle de l'inflammation de bas grade dans l'expression des symptômes et de l'épigénétique, par exemple. Donc là, je suis complètement ailleurs, c'est-à-dire j'ai un peu toute l'ouverture pour pouvoir aborder ces éléments-là totalement Ouais. et l'effet sur la santé mentale et physique. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de l'élément déclencheur parce que c'est souvent ça que je donne comme conseil aux femmes qui sont pas certaines. Bon, mais c'est-tu mes implants qui me rendent malade en ce moment? Oui, Toujours de retourner dans le passé, puis on voit toujours que comme
une Ben, à chronologie. partir de ce moment-là, c'est là que tout a commencé à dégringoler. Ça peut prendre un certain temps avant que des plus gros symptômes apparaissent, mais il y a Oui. toujours comme un point de départ. Puis généralement, quand on prend le temps d'y penser, ben Oui. on réalise que le point de départ a été l'implantation, là, finalement. Oui, puis parce que c'est une stratégie médicale très normalisée, on n'a pas tendance à même, et rarement même dans l'équation. Quand je demandais aux gens de me faire la chronologie des événements, si je nommais pas avez-vous subi des chirurgies ou des traitements pharmaceutiques importants ou c'est comme ça On y pense apparaît même même pas. pas, c'est ça. Exact. Ça Puis c'est pour apparaît ça que la même pas. majorité des femmes font pas le lien, en fait, parce que les femmes vont dire, bon, ben, c'est ma dépression à cause de mon travail, c'est à cause de Oui, mon postpartum, c'est parce que je suis stressée, tu sais. oui, Mais des fois, quand on le mentionne, ben, c'est là qu'on voit que, ah, bon, ça peut avoir un lien. Ben oui, ça peut avoir un lien. Certainement que ça peut avoir oui. un lien. Tiens. Puis ce que tu dis, ça m'amène à faire du pouce sur un concept qui est vraiment très important pour moi et qui a été majeur dans mon tournant décisionnel de cesser la pratique traditionnelle de psychologie puis faire ce que je fais aujourd'hui. C'est que, tu viens de le dire, on était comme formaté à trouver des stratégies, des causes externes. Donc, si je suis déprimée, si je suis anxieux, c'est donc, il y a quelque chose d'externe à moi qui crée ça. Donc, mettons, mon travail, mon couple qui va pas bien, j'ai des stresseurs financiers, ma mère était pas fine, je sais pas. Puis même les psychologues ont fait ça, là. Ouais. On essaie de trouver des causes externes. Et moi, ce que je ne cessais de dire dans ma pratique de psychologue, de manière répétée pendant des années, c'est est-ce qu'on peut commencer à s'attarder aux causes internes? Hein? Les causes internes, c'est-à-dire non seulement le bon fonctionnement du système digestif, on va en parler, je sais, tu t'en viens là, mais je suis en train de... Mais les causes internes qui sont négligées par les professionnels de la santé souvent, dans mon domaine en psychologie, en ce cas, c'était le cas. Donc, avoir subi des traumas internes ou avoir des débalancements internes, soit hormonaux, ou avoir subi des chirurgies qui déstabilisent notre énergie vitale interne. J'adore le mot trauma interne, parce Trauma que c'est interne. ça, en fait, le se faire C'est un trauma. implanter. C'est C'est un un trauma interne. traumatisme. Ouais. Ouais. Je dis pas qu'on peut pas le gérer et puis que certaines personnes réussissent pas comme un trauma externe, là, se faire agresser sur la rue, là, c'est un trauma externe. On peut fonctionner, avoir une vie normale, puis pas être nécessairement affecté toute notre vie mentalement, physiquement d'un trauma externe. Mais c'est la même chose d'un trauma interne, mais on n'en parle pas. Donc, on n'a pas tendance à aller chercher à l'intérieur de soi pour voir est-ce qu'il n'y a pas une source que j'appelle les stresseurs. Moi, j'ai donné un nom à ça, j'appelle ça des stresseurs interoceptifs. Wow. J'adore ce mot-là. Donc, il y a certaines femmes qui vont venir témoigner d'une espèce de mal-être diffus ou d'une détérioration, soit de leur santé mentale, sans vraiment comprendre pourquoi, en fait. Oui. Est-ce que tu es capable de nous expliquer un peu comment, justement, un corps étranger, comme des implants mammaires, Oui. peuvent contribuer, en fait, à cette détérioration de la santé mentale? Oui. Ben, en fait, quand j'ai vu de plus en plus de femmes en souffrir parce qu'il y a eu de plus en plus exponentiellement de femmes avec des interventions chirurgicales, mais pas juste les implants. Là, je pense aussi à certaines contraceptions hormonales, certains stériles. Dans ma pratique, là, j'ai pas juste vu les Ça implants. reste un corps étranger, en fait. Ça reste un corps étranger, c'est ça. Puis moi, je voyais énormément de femmes là, pour ma spécialité comme psychologue, c'était l'anxiété. Je fais ma thèse de doctorat là-dessus, puis de maîtrise, fait que je voyais énormément de gens qui souffraient. Évidemment, toutes mes références, ça tournait autour des troubles d'anxiété. Donc, pas juste les implants, juste pour le nommer. Il y a d'autres corps étrangers que j'ai vu des... Okay? Fait que étant formée comme en recherche également, parce que les psychologues ont fait de la recherche, on fait des études doctorales, on fait de la recherche. Je le dis tout le temps parce que les gens sont surpris d'entendre ça, ils ne savent pas souvent. J'ai commencé à m'intéresser à la littérature sur... Écoutons, il y a quelque chose dans la littérature qui nous démontre que, dans le fond, comme les interventions chirurgicales peuvent amener des problématiques comme de l'inflammation de bas grade. Puis je suis tombée sur quelques articles intéressants, pas beaucoup à l'époque, on recule là, de 15 ans, mettons, 10 ans, 15 ans, pas beaucoup à l'époque, mais des chirurgiens américains surtout qui commençaient à parler de ce qu'ils voyaient cliniquement. Donc, comme moi, je voyais ça cliniquement, il n'y avait pas énormément de littérature scientifique sur le sujet, mais des chirurgiens cliniquement l'observaient aussi. Alors, j'ai commencé à suivre ces personnes-là, écouter ce qu'il y avait à dire, pour m'apercevoir que, écoute, on parlait pas mal le même langage, moi, dans mon domaine de psychologie, puis le médecin dans son domaine chirurgical. C'est les mêmes plaintes, soit somatiques, psychologiques ou physiques qui reviennent, souvent avec des bilans comme le médecin m'a dit que tout est beau, fait qu'il n'y a rien qui ressort
au niveau des marqueurs inflammatoires, c'est standard dans les bilans sanguins nécessairement, mais en même temps, les symptômes sont présents. Fait que ces femmes-là se font catégoriser dans la partie santé mentale. Oui. Mais fibromyalgie aussi, qu'on voit souvent. Ben oui, ça c'est le désastre psychiatrique, là. J'ai travaillé des années en unité de soins psychiatriques, là. Les femmes qui arrivent là en psychiatrie, ils ont vu des médecins spécialistes, ils trouvent rien pour expliquer organiquement les déclencheurs de leur mal-être. Mais ils hallucinent pas le mal-être, là. Hein? Il n'est pas dans leur tête, le mal-être existe. Donc, je parle en signe, ma fille me fait signe, là, si je t'en podcast. C'est ça quand on fait des podcasts dans sa cuisine, hein? C'est ça. Donc, c'est ça, je voyais ça de façon récurrente. J'ai commencé à suivre, c'est ça, des chirurgiens. Je me suis dit, ben, la meilleure personne cliniquement pour savoir ce qui se passe dans le bureau, c'est le chirurgien. Lui, il y a des demandes, les femmes viennent le voir après. Bon, tout ça, fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis peu à peu, j'ai vu de la littérature faire place tranquillement sur les symptômes possibles. Là, tu me demandais c'est quoi? C'est inflammation de bas grade. L'inflammation de bas grade, c'est une inflammation qui n'est pas toujours détectée par certains marqueurs ou bilans sanguins spécifiques comme la protéine C réactive ou d'autres bilans, mais c'est une réponse du système immunitaire constante qui dit comme je suis agressée, je veux te protéger, donc pour te protéger, je vais augmenter ma vigilance immunitaire et aussi amener une inflammation qui vise à soigner, hein? C'est comme, si on se frappe, je donne souvent cet exemple-là parce qu'il y a des femmes qui me disent, ouais, mais j'ai fait des tests, je suis pas inflammée. Oui, mais si tu te frappes à un doigt puis il devient ça de gros puis il enfle ton doigt, admettons, ça veut pas dire que ça va sortir dans le bilan sanguin, là, que tu as une inflammation de bas grade, mais on le voit bien que ton doigt, il est enflé. Hein, on s'entend? Oui, c'est super intéressant parce que j'avais jamais vu ça comme ça parce que je me demandais justement, mais si le corps est inflammé, pourquoi que quand on va passer nos prises de sang, justement, on le voit pas, puis tu viens nous donner la réponse. Parce que toutes les femmes qui passent des prises de sang puis qui cherchent, qui viennent au podcast, toutes les femmes que j'ai accompagnées dans leur processus d'explantation, c'est toute la même chose. Ouais, mais mes prises de sang sont correctes. Belle. Tout est beau. Attention, parce que cliniquement, les professionnels, on est formés, on devrait se fier à un ensemble d'éléments pour faire une évaluation. Donc, quand j'étais psychologue, je vois un enfant, disons, pour une évaluation de, je sais pas moi, de n'importe du TDAH. OK, je peux y passer une batterie de tests qui est un support à mes observations cliniques. Mais ce qui devrait primer, c'est mes observations cliniques. Hein, c'est mes discussions avec le parent, avec les enseignants, voir l'enfant plusieurs fois, recueillir 100%. Des données. Et 100%, je devrais me fier à ça. Et aussi, je peux utiliser un test puis dire « Ah, ça me pisse, ça me donne des indications, nanana », mais c'est pas le test qui devrait m'aider à poser un diagnostic. Parce que dans une époque de ma vie, comme si je pouvais poser diagnostic, mais je veux juste expliquer que c'est comme ça que ça marche. Ça devrait pas être le test dit quelque chose, puis si j'ai pas toute la composante clinique à côté, ça veut rien dire finalement. Ouais. Fait qu'il faut comme arrimer toutes ces observations-là, puis c'est ce qui fait que des fois, il y a un bout qui est oublié, là. En médecine occidentale, on va beaucoup travailler à partir des tests. C'est que si les tests ne démontrent pas ce qu'on voit cliniquement, on va comme dire ça n'existe pas. Ou des fois, on ne va pas le poser, le diagnostic, là. Alors que il y a clairement une souffrance, il y a clairement un problème. Mais ça, en santé mentale, je l'ai vu des milliers de fois, là. Oui. Des milliers de fois. Comme il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on observe cliniquement et ce que les tests nous démontrent. Je l'ai vu tant dans mon domaine, dans les tests psychologiques que dans des... sur les unités psychiatriques avec des tests médicaux, là. Oui. OK? Fait qu'il faut en prendre puis en laisser, c'est ça, dans le fond, la stratégie, là. Oui. Donc, on vient de comprendre un peu plus comme d'où viennent peut-être les symptômes un petit peu plus au niveau de la santé mentale. On parle de l'inflammation de bas grade. Ça, d'abord. Ouais. Ça veut juste dire, simplement, qu'il y a une intrusion dans le corps. Et le système immunitaire, il faut jamais minimiser l'intelligence du corps humain. Jamais. OK? Donc, comme moi, j'ai une cousine qui a mon âge, là, j'ai passé ma vie là, en sa compagnie. Elle a eu, malheureusement, des problématiques et des greffons de reins, par exemple. Je donne cet exemple-là parce que c'est assez marquant. Ben, si elle ne prend pas des médications très puissantes pour supprimer la vigilance immunitaire, donc pour amener son système immunitaire à être comme pas vigilant, là, à être fatigué, à être supprimé, là, c'est le bon terme, ne plus être... Ben, ce qui va arriver, c'est qu'il va rejeter le greffon. Il va rejeter l'organe qui ne lui appartient pas. Ça, c'est un organe, là. On parle pas ici on parle d'un organe d'un autre humain.
On parle pas d'un... Avec tu sais, des tests très poussés pour que l'organe vient d'un membre de la famille je veux pas rentrer là-dedans, c'est pas mon domaine, mais tu comprends, c'est qu'il y a des tests extrêmes qui sont faits pour s'assurer que le greffon soit pas rejeté justement par le corps. Ouais. Et malgré ça, si on n'affaisse pas la vigilance immunitaire, ben il y a des risques que ça se produise et on le sait que ça se produit. Là, je mets ça à plus petite échelle. Ben, il faut jamais minimiser le travail de notre système immunitaire. On peut manger des aliments, notre système immunitaire va réagir. Il va dire c'est pas supposé d'être là. Il y a des particules d'aliments non digérés dans le bloodstream qui sont pas supposées d'être là. Fait, il y a ce concept-là qui est, à mon avis, très mal expliqué. Donc, les femmes ne savent pas, quand elles font ce choix-là, qu'il y a un risque. Ben, la plupart des femmes que j'ai vues, qu'il y a un risque que le système immunitaire dise ça devrait pas être là. Et lorsque le système immunitaire va s'enclencher, ça va créer, donc sur l'organisme, ça c'est le lien avec la santé mentale, un stress chronique. Parce que quand ton système immunitaire est en vigilance constante, parce qu'il y a un intrus, ça a un impact sur notre santé mentale, ça affecte tout le système endocrinien, donc la façon dont les hormones naturellement la thyroïde va fonctionner. Alors, ça va venir comme débalancer interoceptivement tout le rythme naturel du corps. Ouais. Alors, je vois des femmes qui m'ont nommé comme... J'ai vu des femmes dans ma pratique, j'en vois encore en coaching maintenant, qui me nomment comme... dans les mois qui ont suivi, j'étais déréglée au niveau de mon cycle menstruel, j'avais jamais subi ça. J'ai des femmes qui vont me nommer qui ont des attaques de panique récurrentes qui sont apparues, de la dépression, tous des symptômes qui cliniquement devraient techniquement pas apparaître à l'âge où elles sont rendues en fonction d'une évolution, comme je vais dire, exemple, normale. Ouais. C'est on bizarre. parle de jeunes femmes, généralement. Là, le nombre de jeunes femmes début trentaine que j'ai reçues au podcast qui sont censées d'être au top de leur santé, puis qui ont l'impression de vivre dans des corps de femmes de 80 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Puis si on parle maintenant un peu plus au niveau du plan du microbiote intestinal, comment que justement les implants mammaires pourraient un peu directement ou indirectement affecter aussi la flore digestive? Parce que ça, c'est un des premiers symptômes que j'entends de toutes les femmes, c'est des problèmes au niveau, problèmes au niveau digestif. Hein. Ben, de ma compréhension clinique de la chose, quand le corps est en survie, parce qu'il est attaqué, qu'il soit attaqué de l'extérieur par un stresseur réel, là, on est en guerre, ou qu'il soit attaqué de l'intérieur par un stresseur interoceptif, comme des implants, par exemple, ben, quand le corps est en survie, il va développer des mécanismes pour survivre. Alors, il va venir, par exemple, affecter la manière dont il va réguler la digestion. C'est beaucoup la glande thyroïde qui nous aide avec ce roulement, ce cycle digestif, mais le corps sait ce qu'il fait. Donc, s'il est sous attaque, il va dire, par exemple, ben, je vais pas mettre de l'énergie à digérer les aliments. Alors, il va avoir des mécanismes qui s'installent pour nous sauver la vie, en fait. Ouais. On était comme en mode fight or flight un peu, sans même s'en rendre compte. C'est ça. Au même titre que si on vivait un très grand stress chronique, on le sait, on en a tous vécu au moins dans notre vie. Notre corps est fait aussi pour en éponger un peu de stress, hein, parce que au niveau évolutif, on a eu toutes sortes de situations de famine, non accès à de la nourriture, des catastrophes naturelles, etc. Donc, le corps va intervenir d'abord sur le système digestif et ensuite sur le système de reproduction. Ça, c'est des hormones, hein, en fait. C'est des hormones qui sont affectées, donc on ne va pas se reproduire quand on est en stress chronique. Alors, il va y avoir aussi chez ces femmes-là beaucoup de mentions de baisse de désir, de libido affecté, etc. Mais le système digestif est généralement le premier organe qui est atteint. Oui. Je vois beaucoup aussi de femmes qui ont de la difficulté à avoir des enfants, en fait. Au niveau de l'infertilité, Au niveau de l'infertilité, puis des femmes qui vont revenir au podcast après pour nous dire, ben j'ai réussi à tomber enceinte après que j'ai fait enlever mes implants mammaires. Fait que... Oui, encore là, pour moi, ça fait beaucoup de sens, compte tenu que dans les grands stress chroniques, ça c'est bien documenté dans la littérature, qui sont externes à nous. Ben, on va voir justement un ralentissement du système reproducteur, il va se mettre en veille et digestif, parce que justement, le corps veut survivre. Là. C'est une logique, en fait. Là. On aura beau dire ce qu'on veut, mais tout ce qu'on dit en ce moment, ça reste une question de logique. On peut pas dire le contraire. Là, c'est ça. Le système immunitaire a quand même une intelligence. Je veux dire, c'est lui qui gère toutes les commandes. Là. C'est lui qui nous protège des milliers d'agressions par jour externes. Les gens
en m'intéressant au microbiote dans ma première carrière, mais maintenant, je patauge en plein dans ma deuxième carrière, là. On s'aperçoit que le système immunitaire, là, c'est comme, il n'y a rien qui peut l'accoter, là. Ouais. Hein, il fait tout pour nous, il nous protège de milliers d'agressions par jour. Ouais. On dit, notre ami Danick qui dit souvent, on ne peut pas négocier avec la nature. Exactement. Ben, c'est un peu ça. Moi, je répète toujours ça aux femmes, on peut pas penser mettre un corps étranger à l'intérieur de nous, puis qu'à long terme, ça ne finisse pas par avoir d'impact. C'est pratiquement impossible. Le corps finit toujours par parler. Donc, je trouve ça intéressant qu'on s'en aille là. Quelle sagesse, Danick. Ah oui, on le salue, ce Danick. On le salue. Oui. Est-ce que tu as vu des cas dans ta pratique où le retrait des implants, justement, tu sais, moi j'en ai vu, regarde, des centaines, des milliers, là, on en reçoit constamment au podcast. Ouais. Toi, est-ce que tu l'as vu que certaines femmes ont fait retirer leur implant puis il y a eu amélioration des symptômes digestifs et psychologiques? La réponse, c'est oui. Dans ma pratique de psychologue, c'est pas une recommandation que je pouvais faire moi-même dans mon rôle. Donc, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'on discutait beaucoup en psychoéducation sur le sujet, puis c'est souvent exemple, le médecin avec qui je collaborais, tout ça, qui faisait des recommandations, ou la femme qui arrivait elle-même à la hypothèse, constatation que ça pouvait être ça. Et oui, dans tous les cas, dans les mois qui suivent le rétablissement des symptômes, dans tous les cas. Puis maintenant, dans mes coachings d'accompagnement, il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi en disant « Je te suis depuis un bout de temps, Geneviève, sur les réseaux. J'ai récemment fait enlever mes implants parce que blablabla. » Tu sais, j'apprends beaucoup sur le microbiote et tout ça. Je me suis renseignée. J'ai vu un chirurgien. Souvent, aux États-Unis, les femmes vont se faire explanter maintenant. Ouais. Et ils viennent vers moi en disant, ils ont déjà fait ce changement-là en arrivant. Parce qu'ils savent qu'ils ont dit, ben ça, si je le fais pas, je sais, dans le fond, c'est le fait de, ça camoufle des symptômes. C'est-à-dire, quand je vais enlever, je vais savoir là, qu'est-ce qui me reste à soigner, admettons. Tu sais, ou à exactement. aborder. Je dis toujours qu'on peut pas avoir une santé globale optimale avec des implants mammaires. Puis ça, je sais qu'il y en a que ça graphine un peu quand je dis ça, mais ça reste que c'est ça. On peut pas avoir deux corps étrangers à l'intérieur de nous puis que notre santé soit optimale. Donc, si vous cherchez à optimiser votre santé, c'est sûr que c'est une étape à l'amélioration des symptômes. Ça peut pas améliorer, en fait. C'est pratiquement impossible, là. Enfin... Ben, c'est-à-dire que il faut comme voir ça comme si on met toujours un petit peu d'huile sur le feu. Fait que, tu sais, mais admettons, je pense que moi, j'ai vu des gens là, dans ma carrière qui ont, par exemple, pris des médicaments ou de l'alcool toute leur vie. Ils sont encore là. Okay? Ben oui. On se dirait, il y a une toxicité. C'est mettre de l'huile sur le feu. La question, c'est, on est tellement soumis à des toxines aujourd'hui, malgré nous, malgré notre bonne volonté, exemple qu'on veut bien manger, on consomme pas, mais il y a de la pollution et la qualité de l'air, la qualité de l'eau est compromise. On est soumis à des substances toxiques, malgré nous, des pesticides, malgré nous. Fait qu'on est déjà comme hypothéqué, à mon avis, beaucoup plus. Ouais. Et la capacité du corps de gérer une surcharge de stress comme celle-là est limitée. C'est ça que moi, je pense. C'est-à-dire, on consomme tous ou à peu près tous des antibiotiques dans notre vie à un certain moment, des médicaments, la plupart des gens à un certain moment. Donc, on affecte déjà notre flore intestinale de cette façon-là. Les femmes prennent des contraception hormonale, la plupart d'entre elles à un certain moment. Ça, c'est une autre chose importante. En plus, tu sais, on rajoute là, on se lave avec de l'eau chlorée à tous les jours. On cuisine avec de l'eau chlorée, donc on consomme des halogènes toxiques à chaque jour. On mange un peu les perturbateurs endocriniens. Les parfums, comme ça finit plus. Ouais. C'est comme rajouter une goutte qui est l'explosif pour moi. Hein? Ouais. Et il y a des gens qui pourraient me dire, j'ai tout éliminé autour de moi sauf mes implants. Puis je dirais, ben, peut-être que ça va marcher, mais c'est ça, c'est un peu mettre de l'huile sur le feu. C'est ce que je crois, là. Personnellement et cliniquement. Est-ce que tu crois que certaines femmes peuvent vivre longtemps avec des implants mammaires sans jamais avoir de symptômes, ou tu penses qu'on finit toujours par un peu payer le prix d'une certaine façon, là, comme on disait tantôt, on peut pas négocier avec la nature, hein? J'ai tendance à croire, dans ce que j'ai vu cliniquement, que il y a comme 3 catégories de femmes pour moi. Il y en a qui vont garder leurs implants à tout prix parce que ça fait partie de leur définition d'elles-mêmes, de leur perception de leur corporel. C'est très important et elles vont comme toffer s'il y a des symptômes et associer ça à plein d'autres choses. Ah, j'ai mal à une épaule depuis 20 ans, mais ça n'a rien à voir. Je vois mon ostéo, j'ai mal. Moi, je me dis toujours, tu sais, je veux dire, la douleur peut irradier
ayant travaillé avec une chiropratienne pas mal d'années là-dessus, j'y référais justement les femmes qui avaient des implants pour l'aspect physiologique et tout. Ben, si tu as une douleur qui radie là, qui est pas trop loin, tu sais, depuis que bon, mais tu sais, il y a des femmes qui vont identifier ça à tout prix. Ils s'identifient, là, ça fait partie de leur amour d'elles-mêmes. Alors, elles vont conserver des implants et nommer. C'est comme des mécanismes un peu de défense pour moi, de nommer d'autres choses. Ça va leur permettre de passer à travers sans problème. Ils veulent comme pas se l'avouer, en fait. Ben, j'ai été un certain temps dans cette position-là aussi. On se rappelle que c'est un cheminement puis c'est un processus. Fait que le fameux déni, parce que justement, ça fait partie de notre identité, ces implants mammaires-là, il est toujours là au début. Là. Fait qu'il y a cette catégorie de personnes avec cette perception-là que j'ai vue. Maintenant, il y a probablement des femmes, un échantillon, c'est sûr, qui ont pas de symptômes. Ça doit exister. Moi, je pense que ça existe comme des gens qui prennent certains médicaments qui réagissent pas, qui n'ont pas d'effets secondaires, alors que des gens qui fument toute leur vie, mais qui ont quand même l'air bien au final. Là. C'est ça. Est-ce que leur santé est 100% optimale? Peut-être pas, mais visiblement, ils fonctionnent bien. Là, peut-être pas. Il y a des femmes, la troisième catégorie, c'est rapidement, elles vont commencer à avoir des symptômes. Puis moi, ça, c'est un signe de santé optimale. Ça veut dire donc que le corps répond bien, il fait son travail. Fait que quand les symptômes apparaissent après quelques mois, ton corps a bien cerné, c'est-à-dire que ton système immunitaire est vigilant, il sait ce qu'il y a à faire, puis t'envoie des signaux d'alerte. Fait qu'il fait bien son travail. Je trouve ça intéressant que tu dises ça, Geneviève, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, des fois, qui, à travers leur processus, vivent un peu de frustration, d'où pourquoi moi j'ai des symptômes, puis pas elle d'à côté. Tu sais, mais là, tu viens de dire, ben ça veut dire que ta santé va... ton système va bien, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant parce que puis probablement qu'il y a des femmes qui vont nous écouter que ça va comme faire on dirait que de le voir comme ça, c'est plus intéressant que garder la frustration, tu sais, parce qu'on se le cachera pas, là, tu sais, toutes les femmes qui se sont fait explanter auraient voulu garder leur sein. Moi, je veux dire, mes seins étaient bien galbés, j'avais un beau dé, puis tu sais, si ça l'avait pas occasionné des problèmes de santé, probablement que je les aurais encore aujourd'hui, tu sais. Mais là, tu regardes d'autres femmes à côté de toi, qu'eux autres, ça fait 20 ans, puis ça fait 3 fois qu'ils changent de set, puis ils ont l'air de bien aller, fait que ça crée une certaine frustration, mais là, de l'amener à ben non, ton corps est juste en santé, puis il réagit à un corps étranger, c'est bon signe, c'est censé faire ça. C'est ça, ça veut dire que ton système immunitaire est vigilant. C'est ça. Je pense que le voir comme ça, il faut dire merci à son corps pour le travail qu'il fait pour nous. Hein? 100%. Et l'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est que il y a aussi des femmes qui... et aussi, tu sais, au niveau de la littérature, c'est-à-dire la longévité des études, ça ne nous permet pas de voir vraiment... tu sais, les femmes vont changer d'implant après un certain moment pour faire un remplacement. Mais est-ce que, bon, le remplacement amène une baisse du système immunitaire? Tu sais, qu'est-ce que ça fait quand on change? Est-ce que ça amène une baisse de la garde? Est-ce que ça donne une pause au système immunitaire parce que là, tu sais, ils ont nettoyé tout ça, puis... c'est-à-dire le suivi longitudinal de est-ce qu'après 5 ans, les femmes ont plus de symptômes, 10 ans, 15 ans, tu sais, je suis pas assez à jour dans la littérature à ce niveau-là pour savoir, on le sait-tu vraiment qu'il n'y a aucune femme après 15 ans, 20 ans qui n'ont pas de symptômes? Peut-être que toutes les femmes en ont, mais on n'a pas la perspective longitudinale pour répondre. Oui, puis encore une fois, il n'y a pas... ils gardent pas rien qui démontre que telle femme, comment qu'on appelle ça? Je cherche le mot, il n'y a pas de... Tu sais, quand quelqu'un a un organe ou quand quelqu'un a un pacemaker, c'est écrit dans leur dossier, en fait. Oui, il y a un suivi aussi. Oui, exactement. On n'a pas rien qui garde tous les noms des femmes qui ont des implants mammaires, fait qu'on peut pas faire de lien. Puis ça fait longtemps que les militantes demandent justement à avoir ce registre, c'est le mot que je cherchais, un registre de femmes qui ont des implants mammaires. Ça fait longtemps que c'est poussé à Santé Canada, puis que ça fait 30 ans que les militantes veulent un registre pour dire comme, mais garde, on va commencer à avoir des liens, mais bien entendu, ce registre-là n'existera pas. Probablement jamais, en fait, là, tu sais. Mais si on avait un registre, probablement que, tu sais, comme toi, je veux dire, par toi-même, tu as commencé à avoir des liens. Je me dis, ça serait le fun aussi qu'il y ait une ouverture aussi de d'autres spécialistes qui commencent justement à faire comme, bon, ben, tu sais, dans le questionnaire, au début, on pose, tu fumes-tu, t'as-tu une bonne alimentation, tu t'entraînes-tu? Pourquoi qu'il n'y a pas une question comme, ben, as-tu des implants mammaires pour qu'on puisse commencer à voir les liens, tu sais? Ouais. Ben, en fonctionnel, dans le coaching, il y a une question là-dessus. Oui. Hein? Donc, les gens qui sont dans l'approche fonctionnelle, comme quand j'ai été formée aux États-Unis, les médecins, ils demandent.
C'est quoi les chirurgies que tu as vécues? Ouais. C'est quoi? Bon, est-ce que tu as des thérapies hormonales? Fait que c'est beaucoup plus entier. Ouais. En fait, c'est dans l'analyse des stresseurs interoceptifs, qui est présente en fonctionnel, qui est pratiquement absente dans les approches traditionnelles. Ouais, Dans les approches traditionnelles, on regarde toujours c'est quoi l'agression externe. Ouais. Hein? Donc, s'il n'y a pas d'agression externe, ça devient très difficile. Comme je me souviens plein de fois des gens me dire dans mon bureau comme ben tu sais, ça va bien dans ma vie, j'aime mon travail, j'ai une belle famille, j'ai plus pas stressé, là. J'ai pas de problème. Fait que pourquoi je suis assise devant un psy qui me regarde, j'ai pas d'affaires ici. Mais c'est que le modèle, c'est de référer les gens quand ils ont des symptômes pour dire, ah, t'es stressé, c'est dans ta tête, tu sais pas que t'es stressé. Plutôt que de dire, il y a peut-être une autre cause qui est interoceptive, on va aller voir. Ouais. Ouais. Si, par exemple, une femme choisit d'enlever ses implants, qu'est-ce que tu recommandes pour la suite? Parce que je veux dire, c'est pas juste en faisant enlever ses implants là, que la santé, on cligne des doigts comme ça, hein, puis ça revient du jour au lendemain. Là. Je pense que c'est un certain processus aussi. Ouais. Je l'ai vécu. Ça fait 3 ans que je me suis fait explanter, puis j'ai encore des micro-symptômes qu'on a vus ensemble au niveau des allergies, de la santé digestive. Je pense qu'il y a quand même des choses qu'on doit faire quand on choisit de se faire explanter pour optimiser notre santé globale. Qu'est-ce que tu suggérerais aux femmes, des recommandations physiques, psychologiques, digestives? Par où qu'on commence quand on se fait explanter? Hein? Une bonne question. Ben, et c'est sûr que si on considère que le système immunitaire a été en hypervigilance pendant un certain temps, parce qu'il y a un corps étranger, on sait donc que c'est venu affecter la porosité intestinale. Ça veut dire qu'il y a un risque très grand que les gens aient un leaky gut. Hein, que je fais ça parce que le mur de l'intestin, ce soit comme les jonctions soient moins robustes et qu'il y ait donc des particules d'aliments non digérés qui puissent traverser là. C'est un impact, le leaky gut, ou que c'est un impact, dans le fond, d'un stress constant sur l'organisme. Donc, évidemment, ce que je recommande, c'est faire l'alimentation. On peut aller resserrer les jonctions pour s'assurer que s'il y a toxicité suite à l'intervention qui est libérée dans l'organisme, parce que quand il y a des implants, le corps va aussi stocker de la toxicité un peu pour nous protéger. Que ça puisse être libéré par l'organisme de façon naturelle. Fait que travailler le microbiote, avoir un accompagnement pour être ça coche au niveau alimentaire, là, c'est la base. Et évidemment, si la personne a fait ces implants-là parce qu'elle avait des enjeux au niveau de sa perception corporelle, au niveau du stress, de la séduction et tout ça, évidemment, un support psychologique peut être très intéressant et requis chez certaines clientèles, mais pas toutes, parce que des fois, après 10-15 ans, on a changé beaucoup. Ben oui. Les raisons pour lesquelles on a fait ça sont plus là. Alors, le support psychologique peut être intéressant. Le microbiote, 100%. 100%. Ça va nous permettre d'avoir une flore intestinale pour créer les substances qu'on a besoin pour faire face à cette explantation-là. Hein, on se rappelle que le système immunitaire est géré dans l'intestin et toutes les substances antifongiques, antivirales, antihistaminiques, les neurotransmetteurs proviennent en grande partie de l'intestin. Super. Geneviève, en terminant, dis-nous si quelqu'un nous écoute en ce moment puis aimerait peut-être être accompagné par toi parce que tu offres un programme qui s'appelle le programme GAPS que je trouve hyper intéressant qui va viser justement à réparer un peu le microbiote, la flore intestinale. Où est-ce qu'on peut te retrouver? De quelle façon on peut te contacter? Oui, mais je suis présente sur les plateformes Instagram et Facebook. Donc, vous pouvez aller voir mes plateformes Geneviève La Bonté-Chartrand. Facile à trouver. Puis j'ai également un groupe privé Facebook et j'ai un site web. Donc, tout le classique, là, les gens peuvent me trouver facilement s'ils vont juste me voir sur mes plateformes, vont voir ce que j'offre et tout ça. Je suis très active là sur mes plateformes. Il y a beaucoup de produits gratuits, des recettes, plein de choses pour vous aider également. Définitivement, je vous invite à suivre Geneviève sur toutes ces plateformes. Moi, je la suis sur Instagram. Tout ce que tu partages, tellement cohérent, tellement intéressant. C'est toutes des choses que, tu sais, on n'apprend pas à l'école. Ça paraît niaiseux, mais c'est des choses que si on fait pas nos recherches par nous-mêmes puis on s'intéresse pas à ça, ben on va continuer d'acheter de la scrap à l'épicerie puis à manger tout croche. Même les gens qui pensent bien manger, je veux dire, je le vois moi aussi. C'est pas nécessairement sain. Puis je trouve que tu donnes beaucoup de conseils, puis ça, c'est vraiment
C'est une mine d'or, en fait, les réseaux sociaux, si je peux me permettre. Mais t'es pas la première. Les gens, j'ai des commentaires très positifs sur mes réseaux sociaux, là. Ouais, surtout Pour moi, c'est la porte d'entrée vers les accompagnements, que les gens comprennent bien qu'est-ce que je peux offrir. Si j'offre ça en avant sur mes plateformes, ben, quand les gens sont en accompagnement avec moi, ben, ils savent à quoi s'en tenir, là. Surtout si vous avez des enfants, je trouve que tu donnes beaucoup aussi de notions sur quoi donner à nos enfants, les collations qu'on retrouve à l'épicerie qui sont bourrées de sucre. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Geneviève sur les réseaux sociaux. En terminant, Geneviève, merci d'avoir été présente. C'est super pertinent ce que tu as dit aujourd'hui. Je pense que même moi, j'ai appris de notre rencontre aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs femmes qui vont probablement se retrouver dans c'est ça, puis en bénéficier 100%. Merci de ta présence. Puis on continue de te suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour l'invitation. Bye.